Salut les coachs, salut les honneurs. Aujourd'hui, je vous propose une interview avec Loïc Blin, owner de CrossFit Nemesis, avec un parcours très inspirant, notamment son passage à l'armée et en Afghanistan qui nous a appris énormément de choses. Il nous parle aussi de notre rapport à l'argent en tant que coach, en tant que owner, et c'est vraiment intéressant d'aller confronter nos croyances qui sont parfois limitantes. Et puis on va parler aussi de la différence entre un coach et un owner. Quelle est la différence dans ses rôles, dans ses passions? Est-ce que un rôle correspond à l'autre? Et comment est-ce qu'on peut faire parfois pour aussi commencer par être coach et homme orchestre, celui qui fait tout dans une salle, et comment s'en extraire pour devenir chef d'orchestre, plutôt la personne qui est dans la stratégie et dans la gestion du business. Place tout de suite à l'interview avec Loïc. Loïc, merci beaucoup d'être là. Merci, très cool. Merci à toi, Jack, de me recevoir. Avec plaisir. L'idée, c'est que j'ai envie, si tu veux, sur cette chaîne, d'inspirer des coachs, qui soient jeunes, qui soient plus expérimentés, des owners aussi, etc., à se créer une meilleure vie et à avoir plus de moyens d'accomplir leur mission. Parce que je pense qu'en fait, un coach, il a une mission de vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que c'est une vocation. Et qu'en fait, l'idée, c'est d'être toujours en train d'apprendre et de faire ce qu'on aime. Et pour ça, je pense qu'on est drivé par l'apprentissage, par les parcours, etc. Et que donc, interviewer des gens comme toi qui ont un parcours qui est le tien, donc qu'on va qualifier d'atypique, puisque finalement, ce n'est pas le parcours de tout le monde, et qui en plus, toi, est particulièrement atypique, eh bien, ça peut donc nous inspirer, nous donner des pistes de réflexion. Donc, j'ai quelques questions que j'ai envie de te poser, mais avant ça, est-ce que tu peux expliquer ton parcours, qu'il soit personnel, qu'il soit dans le fitness, dans le CrossFit, évidemment. Ouais. Et puis aussi, je sais que tu fais une grosse bifurcation vers le rôle plus de honneur. Et donc ça aussi, c'est intéressant que tu l'expliques. Oui, bien sûr. Alors moi, aujourd'hui, j'ai 44 ans. Je suis papa de 2 enfants et j'ai une conjointe que j'aime à la folie. Et en fait, mon parcours, alors il y a différents axes dans mon parcours. Il y a déjà mon parcours sportif. J'ai toujours baigné dans le sport. C'est-à-dire que j'ai toujours pratiqué depuis tout petit, je crois depuis l'âge de 6 ans, c'est-à-dire l'âge auquel tu peux commencer une activité sportive, t'inscrire dans un club, etc. J'ai toujours fait du sport. Et j'ai toujours fait du sport en ayant un encadrement, c'est-à-dire du sport avec de la compétition. J'ai commencé par, comme la plupart des petits garçons, par le football. Donc j'ai fait du football pendant 6 ans. J'ai bifurqué après vers le basket, qui a été vraiment mon premier sport où j'avais conscience des choses, parce qu'à 6 ans, tu fais les choses, tu bouges chez les copains, etc. Mais voilà, après, ça a été plus le basket. Et puis, toute mon adolescence, ça a été le basket, jusqu'à arriver à 18 ans, où j'ai commencé la musculation. Parce que j'étais très grand, tu sais ce que c'est. Ouais. Et j'ai souffert, en fait, d'avoir grandi autant. Musculairement, très fort, très vite, très longiligne. J'ai souffert au point de me faire des entorses à répétition parce que mes tendons, mes ligaments, mes muscles n'ont pas suivi ma croissance. À 18 ans, je faisais la taille que je fais aujourd'hui, 1m93, et je faisais 70 kg, quoi. Waouh, ok. 70, 75. Donc j'étais vraiment très, 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 très fin. Mais j'ai eu des crises au point de descendre les escaliers chez mes parents sur les fesses. Je ne pouvais pas accompagner mes parents, faire des courses et rester plus d'une demi-heure debout. Wow. Voilà, donc j'ai souffert de ça. Donc je me suis mis à la musculation un petit peu pour ça, en complément du basket. Ensuite, avec ma carrière professionnelle qu'on va aborder après, parce que c'est l'autre chose atypique. Mais donc, je me suis orienté vers le sport et j'ai dû passer des concours. J'ai dû donc faire certaines choses pour réussir ces concours. Et puis après... du basket, je suis passé aussi au volleyball, tout en continuant dans la muscu, dans laquelle je me suis spécialisé beaucoup plus sur le powerlifting. Okay. Et donc le powerlifting, en fait, est devenu... Très atypique pour un grand, parenthèse. Ouais, très atypique pour un grand, c'est-à-dire que quand je me présentais sur les plateaux de powerlifting pour faire un squat à 200, et que les gens voyaient un bonhomme de 2 mètres, quoi. Et tu tires dans quelle catégorie? En moins de 93. Ah ouais, donc j'avais quand même pris du poids. Ouais, mais malgré tout, avec ta taille, tu vois, on s'attend à ce que tu sois plus haut. Voilà, mais c'est pour ça que la taille, en fait, n'est pas un facteur de réussite ou pas. On pourra en parler après, mais je suis grand, je ne peux pas faire des squats lourds, je suis petit, je ne peux pas faire... Non, en fait,
Ouais. C'est juste de l'entraînement et des qualités. Ouais, il y a quand même un truc de morpho. Par contre, de proportion des membres qui est quand même très important. Oui. Si tu as quelqu'un qui fait 1m80 mais qui a des jambes d'1m35, j'exagère complètement, lui par exemple, il est foutu parce qu'il n'aura pas les bons leviers. Mais après, je suis d'accord, ça ne peut pas être une excuse. Il y a des leviers qui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Il y a des leviers qui vont favoriser une performance, mais le mental, la motivation et l'entraînement fait que tu peux réussir et qu'effectivement, le fait d'être grand ou petit, de ceci ou de cela, n'est pas une excuse pour ne pas faire ou ne pas performer ou réussir. Et donc en fait, le powerlifting est devenu mon activité principale en compétition. Sur le tard, j'ai fait donc de l'athlétisme, parce que j'en avais besoin pour mes concours dans mon activité professionnelle, donc l'athlétisme en compétition, et du football américain sur le très tard. J'ai commencé le football américain à 30 ans. Cool. Voilà, jusqu'à 40 ans. Mais c'était que des activités, en fait, football américain, powerlifting, athlétisme, où c'était le même effort. Ouais. Football américain, c'est des efforts très courts, très intenses, des sprints. Ouais. L'athlétisme, évidemment, je faisais que des sauts, des lancers et des sprints de cours. Ouais. Et le powerlifting, voilà. Et les trois m'ont apporté dans chacune des activités. Voilà. Mais vraiment, mon activité de prédilection, là où je performais le plus, c'était le powerlifting. Voilà. Alors après, pour donner un ordre d'idée, c'était en powerlifting... j'ai vite compris que je ne serais jamais champion de rien du tout, en termes de qualité physique, parce que bon, en fait, j'avais pas beaucoup de qualité physique à la base. Il y a des gens qui ont des qualités énormes, et dès qu'ils touchent à quelque chose, ils vont performer. Moi, j'avais pas beaucoup de qualité physique. Par contre, ma grosse qualité, c'était ma capacité à m'entraîner et pas me blesser. Donc, je pouvais supporter une charge d'entraînement qui était extrêmement importante, très longtemps. Et donc, c'est ça qui m'a permis petit à petit de combler en fait cet écart avec les gens qui avaient de grosses qualités physiques. J'avais des collègues qui avaient des très grosses qualités physiques, mais dès qu'ils s'entraînaient 3 fois par semaine sur plusieurs mois, ils se blessaient. Voilà. Et moi, j'ai plutôt été épargné. Une durabilité, on va dire, qui a été... même encore aujourd'hui, par les blessures. Et, ce qui est assez inspirant, parce que quand tu réfléchis, tu te dis, ok, déjà, ça veut dire que quand nous, on a cette politique de vraiment faire en sorte que les gens ne se blessent pas, en fait, on se rend compte qu'il vaut mieux progresser de 3% tous les mois, mais tout le temps, que de progresser de 8 ou 10% pour derrière être off 1 mois, puis off 2 mois, puis etc. Et puis tout ne suit pas, en fait. Quand tu progresses trop d'un coup, il y a des choses qui sont liées à cette progression qui ne suivent pas forcément. C'est ça. Voilà. C'est comme si tu mettais un moteur, c'est comme si tu mettais un V8 dans une 2 chevaux. Comme avec ta croissance, quand tu expliquais avec tes tendons, tes ligaments, etc. C'est intéressant parce que tu vois, pour nous en tant que coach ou en tant qu'owner, de nous dire voilà, on a plus d'intérêt à ce que nos membres soient réguliers et aient des résultats petit à petit, mais pendant très longtemps, plutôt que de les pousser à l'arrache. Et ça me permet de rebondir sur quelque chose, c'est que tu touches du doigt, à mon sens, on déborde un petit peu, mais un des biais du CrossFit. Un des biais du CrossFit, c'est que c'est une activité où tu progresses et tu as des sensations assez rapidement. Au début, tu progresses très Et le problème, c'est que des personnes qui n'ont jamais fait de sport, voire des personnes qui ont fait un peu de sport mais jamais en compétition, se mettent au CrossFit. Et au bout de 6 mois, au bout d'1 an, veulent faire des compétitions, veulent faire ci, veulent faire ça. Alors qu'en fait, ils ne sont juste pas prêts parce qu'ils n'ont pas pris le temps de progresser étape par étape. Moi, aujourd'hui, j'ai 44 ans. Je continue à faire du sport. Je me fais plaisir. J'ai des choses dans lesquelles je suis bon, voire très bon. D'autres qui sont plus difficiles. Mais je progresse tranquillement et je ne me suis jamais blessé. Les seules fois où je me suis blessé, c'est quand j'ai fait ça. C'est-à-dire quand j'ai commencé le CrossFit il y a très longtemps, je vais expliquer un petit peu comment je l'ai découvert après, mais j'ai commencé il y a plus d'une dizaine d'années, de manière autodidacte, parce qu'il n'était pas encore réellement arrivé en France. Et en fait, je me suis blessé à l'épaule. C'est marrant, les épaules, voilà. Et aujourd'hui, je sais pourquoi je me suis blessé. C'est parce que j'ai fait certaines gestuelles, certains mouvements, avec certaines charges, sans avoir... d'autres choses à côté qui étaient... Donc je me suis blessé sur des Comment est-ce que tu as découvert le CrossFit? Alors, j'ai découvert le CrossFit, c'est très marrant. Alors, on en vient à la deuxième partie un peu atypique de mon parcours. Ça, c'était mon parcours sportif. C'est ça. Et mon parcours professionnel, en fait, j'ai toujours voulu être dans le sport. C'est-à-dire que, avant mon BEPC, donc le BEPC, c'est le diplôme qu'on passe à 15 ans en sortie d'un premier cycle scolaire en France, je voulais déjà être prof de sport.
J'avais eu un prof de sport qui m'avait inspiré tout mon collège. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. En même temps, j'avais un papa policier, j'avais des gens de ma famille qui avaient porté l'uniforme, qui étaient militaires, etc. Okay. Et donc, c'est quelque chose qui m'attirait aussi. J'adore mon pays, j'adore le bleu, blanc, rouge, j'adore la Marseillaise, j'ai des frissons à chaque fois. Un des regrets que j'ai, c'est de jamais avoir pu représenter mon pays et d'entendre la Marseillaise. Ah oui, genre en compétition sportive. Genre en compétition sportive, même militaire, puisque justement je suis un ancien militaire. Et j'ai réussi à associer les deux. C'est-à-dire que je fais partie des gens privilégiés. J'ai la chance, alors je dis ça, mais en fait je ne crois pas trop à la chance. Je crois surtout qu'on se crée les opportunités. Et en fait j'ai fait des études de STAPS, donc j'ai voulu être prof de sport dans l'éducation nationale, à l'école. J'ai commencé et je me suis très vite rendu compte que le système scolaire de la faculté ne me correspondait pas du tout pour apprendre. C'est-à-dire que si on me dit, moi, à l'époque, quand j'avais 18 ans, 20 ans, en fait, à la fac, c'est tu travailles si tu veux, en fait, tu vas en cours si tu veux. Ouais. Moi, si tu me dis si tu veux, à l'époque, c'était surtout si tu veux pas, en fait. Et donc, j'ai arrêté. J'ai arrêté très vite, alors que c'était ma passion, que j'avais passé des concours, etc. Et mes parents m'ont dit, ok, t'arrêtes, mais par contre, tu bosses. Ah bah oui. Donc j'ai bossé, j'ai fait plusieurs mois chez Pizza Hut en tant que livreur de pizza. Et ma conjointe, ma compagne de l'époque, mon amie de l'époque, avait passé des concours pour rentrer dans l'armée de l'air. Il y avait un bureau Air Information là où j'étais, à Amiens. Et elle m'a dit, tu devras aller voir, il y a des profs de sport dans l'armée de l'air. Ah oui, ok. Là, c'est un peu mélanger les deux choses qui t'intéressent. C'est pour ça que je dis que je fais partie des privilégiés, c'est-à-dire que j'ai passé les concours dans l'armée de l'air, parce qu'à l'époque, c'était la seule arme. Il y a armée de l'air, armée de terre, marine. Et l'armée de l'air, à l'époque, c'était la seule arme où le sport était une spécialité. Ok. Tu pouvais être secrétaire, tu pouvais être commando, tu pouvais être maître chien, tu pouvais être logistique, etc. C'était des spécialités. Et le sport était une spécialité à part entière. Ce qui est devenu le cas depuis dans les autres... Ce qui depuis est devenu le cas dans les autres armées. Voilà. Alors qu'au départ, quand moi je me suis engagé... C'était la seule, l'armée de l'air. C'était la seule. Donc j'ai passé les concours, j'ai réussi les concours. Et c'est pour ça que je dis que j'avais pas beaucoup de qualité physique, parce que quand j'ai passé les concours, je me suis retrouvé avec des gens... Des monstres. Ouais, en termes de qualité physique. En fait, moi j'étais moyen partout. Et il y a des gens qui étaient excellents dans certains domaines. Je ne vais pas dire très mauvais dans d'autres, mais il y avait beaucoup plus d'écart. Et c'est là que je me suis dit, il y a des gens qui ont quand même des grosses qualités. Et on a eu donc un entraînement pour passer des concours. On a été formé à l'école interarmée des sports à Fontainebleau. C'est là où les athlètes de haut niveau faisaient leur service militaire, qui est devenu le CNSD depuis, donc le Centre national des sports de la défense. Et donc j'ai eu une carrière de 14 ans dans l'armée de l'air en tant que moniteur de sport. J'ai d'abord été sur la base école de Rochefort, où en fait je formais les jeunes recrues au sport. C'est-à-dire qu'ils ont un cursus de formation, et dans leur cursus de formation, il y avait 4 heures, 6 heures de sport par semaine. Donc ils avaient une formation initiale où dans cette formation, dans leur cursus sportif, il y avait du cardio, de la course à pied, du renforcement musculaire, de la piscine, de la natation. Okay. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 20 ans. Ah oui, ok. Je m'engage, j'ai 20 ans. Et des jeunes recrues de 18 à 23. Donc je me retrouve avec des gens qui sont plus âgés que moi. Oui, j'allais dire, tu dois déjà gérer des groupes et imposer. Alors je m'engage à 20 ans, je sors de formation, j'ai 21 ans. Enfin, voilà, donc tu as 21 ans et tu dois imposer un leadership dans des situations qui ne sont pas évidentes. Ouais, et je me retrouve avec des groupes de personnes, de 20, 25 personnes à gérer. Je me retrouve à devoir faire des speeches d'accueil à des promotions de 100 personnes. Je me retrouve aussi à gérer des gens, parce que dans le cursus militaire, tu as continuellement des formations, des remises à jour, et des fois on a des gens qui étaient beaucoup plus gradés, beaucoup plus âgés, qui venaient là une semaine, un mois, et tu te retrouves à avoir des groupes de personnes comme ça, qui ont une séance de sport par semaine, et où là, eux, ils s'en foutent complètement, voire peut-être ils font même plus de sport depuis des années, et tu te retrouves à devoir faire du sport à des gens comme ça, qui ont 40 balais, et toi tu en as 21. Donc il y a un décalage, il y a eu... des anecdotes, des choses qui sont mal passées, mais ça a été un apprentissage extrêmement important pour moi d'un point de vue pédagogique. Et surtout, j'avais la chance d'être dans un service des sports, c'est-à-dire que
Les gens faisaient leur formation initiale, donc comme je te disais, ils avaient de la course à pied, de la natation, du renfort musculaire pour le grimpé de corde, du parcours d'obstacles, donc un petit peu de la méthode naturelle, quoi, les choses sur lesquelles on revient un peu en ce moment. Et après, dans leur parcours de spécialité, ils alternaient un sport co, un sport individuel. Donc tu pouvais faire du basket, du volley, du badminton, c'était un bon outil de préparation, tout ça? Ouais. C'était un bon... Enfin, tu penses que c'était le bon mix? Alors, sur leur formation initiale, ouais, parce qu'on récupérait des gens qui étaient en méforme complètement, c'est-à-dire qu'on récupérait des gens de 18 ans qui n'avaient jamais fait de sport. Ouais. Et moi, j'ai des jeunes filles, des jeunes hommes de 18-20 ans qui se mettaient à pleurer sur les premières séances parce que... Et en fait, ça t'obligeait... Il y avait des groupes de niveau qui étaient faits déjà, des tests, etc., pour séparer un petit peu les 100 personnes. Mais les gens, ils pleuraient parce que tu arrivais à les faire courir 40 minutes. Ok, d'accord. Donc c'était déjà extrêmement gratifiant. C'est ça. Pour quelqu'un de 20 ans, 21 ans, d'arriver à transmettre ça. C'est sûr. Et donc là, tu commences à te toucher un peu à cette fibre du coaching et à ce côté gratification et envie du coup d'aller plus loin. Ouais, bien sûr. Alors, il faut que tu nous amènes au CrossFit. Hein, parce que... Ouais, donc tu avais des gens comme ça. Donc ça, c'est mon cursus. Donc j'étais sur la base école pendant 4 ans. Ouais. Donc j'ai géré des élèves pendant 4 ans. Pas Fontainebleau, Rochefort. Après, j'ai été muté à Creil, donc au nord de Paris, où là, tu es dans un service des sports sur une base opérationnelle. À l'époque, il y avait des pilotes sur cette base-là, donc tu dois proposer des choses aux pilotes. On a un cursus aussi dans l'armée de l'air où il y avait de la préparation mentale pour gérer justement les pilotes, pour gérer ce qu'ils vivaient dans l'avion, au niveau physique, léger, au niveau mental. Donc beaucoup de travail postural. Donc j'ai été initié à la posture à ce moment-là, donc c'est au travail déjà, à ce moment-là. Déjà à ce moment-là. Ouais. Parce que ça fait du coup un peu plus de 20 ans. Ouais, 24 ans maintenant que je fais ce métier-là. Okay. Ouais. Et tu as eu la chance, déjà d'être initié dans un domaine qui finalement est très en vogue pour le moment, tu sais, la posturo. Ouais, ça m'a apporté beaucoup en fait aussi la préparation mentale. Okay. Ouais. En fait, on a un cursus de préparateur mental, de top, technique d'optimisation du potentiel. Où on a plein d'outils à notre disposition pour travailler sur le mental. Et en fait, ça a été un premier gros changement chez moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, à 20 ans, j'étais quelqu'un de très nerveux. Okay. Dans les sports que je faisais, j'étais mauvais perdant. Okay. Je détestais rater quelque chose dont je savais que j'avais les capacités de le faire. Et je me laissais déborder par ces émotions-là, en fait. Okay. C'est-à-dire que sur un terrain de basket, je pouvais shooter sur les bouteilles qu'il y avait sur le côté. Okay. Je pouvais déclencher des bagarres générales. Ah ouais. Ouais. Il y a Tu jouais au badminton avec moi, je perdais. En 3 minutes, je pouvais éclater ma raquette par terre et mettre un coup de poing dans un mur. Je me suis d'ailleurs pété le... Okay. Voilà. Donc j'étais très, très, très nerveux. Et en fait, la préparation mentale m'a permis un peu de faire une introspection. Et aujourd'hui, si tu racontes ça, ce Loïc-là, aux gens aujourd'hui, ils me disent « mais non, mais jamais Loïc ». Donc la préparation mentale, ça a été un premier facteur qui m'a vraiment permis d'évoluer. Okay. Voilà, vraiment beaucoup. Et donc je me retrouve sur la base de Creil. Et là, tu as plus un rôle de géo. C'est-à-dire que tu dois animer la vie sportive de la base aérienne. Donc tu n'as plus affaire à des gens qui ont des obligations de venir faire du sport, mais tu dois trouver les moyens de faire du sport aux gens qui n'en font de leur donner envie, de trouver des activités qui vont les motiver, etc. Et j'avais une super équipe, parce que ce qui a été très riche à Rochefort, c'est qu'il y avait 40 moniteurs de sport. Okay. Donc j'ai pris des 40, il y a des gens qui avaient des compétences dans le rugby, dans l'aviron, dans plein de choses, ils avaient tous des spécialités. Tu as pu apprendre plein de choses. J'ai appris plein de choses de ces gens qui avaient des spécialités dans la course à pied, en plus du cursus de formation qu'on a qui est vraiment top, j'ai pris de ces gens-là. Et quand je me suis retrouvé à Creil, j'avais aussi des gens qui étaient spécialistes. Et donc, on a œuvré pour faire sortir les gens des bureaux. On organisait un challenge tous les mois entre les différentes unités de la base. Alors après, il y a l'évaluation du personnel, là, tous les ans, où les militaires doivent se faire évaluer au niveau physique, etc. Il y avait le combat aussi qu'on animait. Il y avait les équipes représentatives, parce qu'on a des championnats au sein des armées. Et donc, on avait des équipes représentatives. Donc, tu gérais une équipe de A à Z. La logistique, le déplacement, les choses comme ça. Donc c'était aussi très très cool. Et puis j'ai commencé à cette époque-là à être responsable du club de musculation de là où j'étais. Okay. Que j'ai affilié, que j'ai affilié à la Fédération française et j'ai formé des gens. Et j'avais une équipe de compétition en powerlifting, on faisait les championnats de France militaires de powerlifting, etc. Donc j'ai vraiment développé le côté musculation, powerlifting et autres.
avec le club sur la base. Et donc pendant cette période, j'ai été en Afghanistan. Ok. On m'a proposé d'aller en Afghanistan 6 mois. Donc à l'époque, mon petit garçon avait 1 an. Donc je suis parti 6 mois, j'ai laissé femme, enfant. Alors ouais, ça a été beaucoup plus dur pour les gens qui sont restés. C'est vrai. Pour ma femme, etc. Okay. En fait, moi je suis parti là-bas, ça a été les 6 meilleurs mois de ma vie professionnelle. Ok. D'un point de vue expérience, relations humaines, professionnelles, c'est juste incroyable. C'est difficile à décrire d'ailleurs pour les gens qui ne l'ont pas vécu. C'est-à-dire que... Parce que vous êtes dans un microcosme comme ça, vous êtes vraiment entre vous, ouais, une solidarité qui est énorme. Tu te retrouves, donc moi j'étais en Afghanistan, à Kandahar, c'était la plus grosse base OTAN à l'époque du monde, il y avait 35 000 personnes sur la base, 36 nationalités, beaucoup d'Américains, de Canadiens, d'Anglais, donc les Américains des moyens de fou, enfin c'est vraiment une autre façon, une autre armée que nous. Et c'était très riche parce que nous on était 180 Français, 200 Français sur 35 000, mais on faisait partie des 5 nations qui décidaient. Les 5 nations de l'OTAN qui décident, etc. Donc c'était très paradoxal. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué et choqué à ce moment-là, c'est que j'ai vu un petit peu la mentalité française perçue des autres personnes. Comment eux le voient, ouais. Voilà. Et j'ai compris pourquoi en fait on était perçus de cette manière-là. C'est-à-dire que moi, j'étais là-bas, je me suis fait un copain américain avec qui je suis toujours en relation, que j'ai été voir aux États-Unis, qui est venu chez moi, avec qui on échange toujours. Ça me permet de maintenir un certain niveau d'anglais et de parler avec lui, voilà. Parce que je suis arrivé là-bas, je ne parlais pas anglais du tout. J'étais nul. Et lui ne parlait pas français. Donc j'ai appris l'anglais avec lui, parce qu'il m'a parlé anglais, etc. Donc ça a été très riche à ce niveau-là aussi. J'ai pris quelques claques parce que les Pakistanais qui nous servaient à manger, qui faisaient un peu des jobs secondaires, ils parlaient tous anglais. Je me suis dit, mais Loïc, c'est pas possible. Ouais. Tu fais partie des 5 nations qui décident à l'OTAN, tu es dans un pays et tu touches pas une... Donc voilà, j'ai pris quelques petites claques, mais j'ai aussi vu la mentalité française perçue d'ailleurs. Il y avait des Suédois, des Danois, etc., avec qui j'ai bossé dans les gymnases. Et c'était quoi cette mentalité et pourquoi est-ce qu'elle était perçue comme ça? En fait, la mentalité du coq. On arrive un peu en terrain conquis. Ouais. On a tout fait, on a tout vu, on n'a pas besoin des autres. Okay. Et pour toi, c'était fondé? Ouais, parce que en fait, nous, on était 200. Il y avait 35 000 personnes, 36 nationalités. Et donc moi, je n'étais jamais sur le camp français. On avait un camp en dur pendant d'autres dormaient dans des tentes, etc. Et moi, je me suis fait des amis. J'ai pu, grâce à ça, organiser des choses pour le camp français. Ils ont pu visiter tester du matériel militaire. Ils ont pu visiter des tanks, des hélicoptères, d'autres. Parce que moi, j'allais au-devant des autres. En fait, je n'étais jamais sur le camp français. Et en fait, il y en a qui m'ont dit, mais Loïc, t'es jamais là. Et je leur ai dit, mais les gars, en fait, il y a 35 000 personnes. Il y a tellement de gens à rencontrer, de choses à apprendre, Ouais, mais je leur dis, pourquoi vous ne sortez pas? Ouais, mais non, on a tout sur le camp français, nous, on n'a pas besoin de sortir. Donc on est 200, et vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas besoin de sortir. Moi, j'allais dans les... Mais en fait, c'est parce qu'ils ne parlent pas anglais, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'être en difficulté. Moi, au début, quand j'allais dans les bars, c'est pas des bars, parce qu'il n'y a pas d'alcool, etc. Tu doutes bien que... Mais les breaking news apparaissaient en anglais, j'avais le son... Donc en fait, à force de tout ça, au début, j'étais dans les discussions, je ne pipais rien. Et au fur et à mesure, je comprenais, mais je ne pouvais pas participer. Je comprends et je peux participer. Et en fait, les gens apprécient ça. C'est ça. Mais sauf qu'il y a des gens, et ça c'est un message aussi assez fort, il y a des gens qui ne veulent pas se confronter à leurs difficultés. Absolument. Et d'ailleurs, je vais faire une digression sur l'anglais rapide. Moi, c'est quelque chose que je prône énormément, que ce soit auprès de mes coachs, de ceux que je forme, etc. C'est d'apprendre l'anglais. Pour moi, c'est une nécessité parce qu'en fait, tu as tellement un horizon mondial, du coup, de perspectives, de compétences, d'expériences qui s'ouvrent à toi, qu'en fait, pour moi, ne pas comprendre au minimum, comprendre l'anglais en 2021, 2022, quand tu es coach ou simplement citoyen du monde, pour moi, ça n'a aucun sens. Je n'avais pas capté de tout. J'avais pas capté ça quand j'étais plus jeune et en fait, je l'ai pris en pleine figure là-bas. Et alors aujourd'hui, je ne te dirais pas que je suis capable de suivre une formation en anglais, mais je suis capable de comprendre le sens de la personne qui va me parler, je suis capable d'avoir un échange. C'est ça. Je ne pourrais pas mener une conférence en anglais ou prendre des notes avec... mais
Oui, mais si je t'envoie une vidéo de tel truc en anglais, c'était intéressant, bah, tu vas pouvoir me faire un retour dessus, tu vois. Oui, voilà, je vais devoir la regarder plusieurs fois, etc. Parce que la problématique qu'on a chez nous, c'est que l'oreille, elle n'est pas entraînée. Ouais, parce c'est que pour ça vous, en fait, vous n'êtes pas confronté à l'anglais Non, jamais. en France. Jamais. Le seul anglais auquel tu es confronté, c'est l'anglais scolaire, qui ne te permet pas, en fait, parce que moi j'ai fait de l'anglais scolaire, hein, j'étais une pipe, mais qui ne te permet pas de. Et donc moi, mes enfants, je les enverrai à l'étranger. Ouais. Parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Moi, j'ai appris l'anglais en 6 mois et je suis revenu, j'avais un très bon niveau d'anglais. Bien sûr. En termes de compréhension orale et d'expression orale. Sûr. Là, je l'ai perdu un petit peu parce que justement, l'oreille, et c'est pour ça que les relations avec mon pote américain, etc., sont extrêmement importantes. Alors, je vais faire une parenthèse pour ça, par rapport à l'oreille, tu vois, ça c'est un truc. Alors, moi, j'ai aucun problème, j'ai appris l'anglais sur le tas parce qu'en fait, justement, l'oreille, depuis très très jeune, en fait, j'ai les séries en VO, les chansons en anglais, le chic, le tchac. Et le truc, c'est que ça, c'est un truc, si je peux inciter vraiment les coachs à faire quelque chose, vous allez sur YouTube, vous passez des vidéos d'anglais qui vous intéressent, et en fait, l'avantage, c'est que sur YouTube, vous pouvez ralentir ou accélérer. Ce qui veut dire que tu peux écouter une vidéo d'anglais à, par exemple, 0,75 fois la vitesse de base. Et donc, tu prends une vidéo qui te semble accessible. Bien sûr, tu ne vas pas écouter de la physique quantique la première fois. Tu vas faire un truc dans un domaine que tu connais. Typiquement, si tu es CrossFit, bah, tu prends une vidéo CrossFit. Pourquoi? Parce que tu vas déjà connaître tout le jargon de base. Pas te mettre en difficulté à ce niveau-là. Tu le mets à 0,75. Et tu vois, et tu bosses comme ça. Oui, et tu écoutes des podcasts, tu écoutes des discussions. Et en fait, au fur et à mesure, moi j'ai appris l'anglais sur le tas comme ça. Ouais, tu peux même très très riche. Au lieu d'aller sur Netflix et de regarder une série, regarde ta série en français. VOST. Et puis regarde-la une deuxième fois en anglais sous-titré. Exactement. Voilà, moi j'incite mes enfants là à regarder des choses en anglais. Parfait. Sous-titré. Très bien. Ça leur ouvrira déjà des portes. Donc tu es en Afghanistan et j'imagine que c'est à ce moment-là qu'on te confronte au CrossFit ou en tout cas à cette c'est là que je découvre le CrossFit. J'avais un autre ami américain avec qui je m'entraînais beaucoup, une marmule, le stéréotype de l'américain, texan, élevé au grain, comme ça, qui soulève des barres. Voilà, on s'entraînait beaucoup chez les Canadiens qui avaient un gymnase. Et un jour, et j'avais déjà vu des gens un petit peu derrière, bouger dans tous les sens, faire plein de mouvements. Et moi, dans ma formation, parce que dans mon cursus militaire, donc j'ai eu des formations, et j'ai aussi, pendant mon cursus militaire, passé le brevet d'état premier degré, qu'on appelait ACUMES à l'époque, haltérophilie, culturisme, musculation éducative, sportive et d'entretien. Et j'ai passé le brevet d'état deuxième degré, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas au-dessus. C'est-à-dire que j'avais la capacité d'entraîner des powerlifters, des culturistes, etc., d'un niveau national, voire international, en termes de compétences. Ouais. D'accord. Et donc, c'est des choses qui sont très, tu vois, protocolaires, plan d'entraînement, machin. Ouais. Et j'étais très, très là-dedans, calcul de ci, de ça. Ouais. Et je vois des gens qui bougent dans tous les sens. J'essaie de comprendre, la récup, c'est quoi, le machin, le ci, le ça. Je comprenais pas, en fait. Et un jour, j'ai un pote ce pote-là qui me dit, bah, viens, on va faire une séance de CrossFit. C'est quelle année, plus ou moins? 2010. 2010. 2010, j'étais en Afghanistan. Ouais, donc c'est quand même installé aux États-Unis un petit peu. En France, il n'y a rien. En France, Belgique, rien. C'est pas encore arrivé. Non. Je dis, ouais, ok. Et en fait, on fait la séance. Je ne comprends pas ce que je fais, mais je prends un pied du tonnerre. Ouais. En termes de ressenti, en termes d'effort. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au CrossFit. Et je suis revenu en France, après ces 6 mois extrêmement riches. D'ailleurs, j'avais pas envie de revenir. Tu vois, on parlait tout à l'heure de c'est difficile pour les gens qui restent là-bas. Ouais. Quand tu es là-bas, tu es tellement pris dans ce que tu fais. Il y a tellement des liens forts qui se créent avec les gens qui passent parce que, tu vois, un exemple, les 4 premiers mois, je prends 80 alert roquettes sur la gueule. Donc, alert roquette, plaquage au sol, tu es au téléphone avec la famille, tu jettes tout. Après, tu vas dans un bunker voilà, en attendant que l'alerte se passe. Les 2 derniers mois ont été plus souples à ce niveau-là, mais la mort, en fait, était présente partout autour de nous. Okay. Moi, je ne sortais pas du camp, mais tous les jours, tu as tes drapeaux en berne, tu sais qu'il y a des gens qui sont morts au combat. Enfin, voilà, c'est-à-dire que tu n'en parles pas forcément, mais tu sais que c'est présent. Ouais, moi, la deuxième semaine, on a fait une cérémonie pour des Américains qui étaient décédés. On était au cul du C-138, là, C-130, je ne sais plus, l'avion avec les grosses ailes qui tombent presque par terre. 2 rangées au cul de l'avion, et là, tu as les véhicules de l'unité américaine qui arrive avec les cercueils derrière, portés par les gars. Les cercueils, ils sont passés à, je sais pas, à 5 mètres de moi. Je comprenais pas l'anglais, mais le pasteur qui parlait, parce que les Américains,
toujours un peu comme ça, tu vois. Et le pasteur, j'ai bien compris qu'il y avait quelqu'un qui avait 30 ans, mon âge, 2 gamins, une femme, un plus jeune. Et là, tu te dis, ouais, le mec qui est là dans la boîte, là, en fait, ça pourrait être moi. Ouais, c'est un mec qui est venu faire son job. Il a 2 gamins. Enfin, c'est ma situation. À l'époque, j'ai un gamin, j'ai une femme. Et donc, là, tu te dis, ouais, en fait, c'est pas un film. Je suis pas dans un truc de rigolade. Je vais prendre très au sérieux toutes ces choses-là. Et donc, il y a des liens très forts qui se créent, dans un sens comme dans l'autre. Ouais. C'est-à-dire que tu vas très vite aimer certaines personnes, avec des liens très très forts que tu mettrais des années à construire ailleurs. Par contre, les personnes que tu n'aimes pas, ça va aller très 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 vite aussi, et ça va clasher, et vous allez vous dire les choses très 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 vite. Ok. Voilà. Donc, dans un sens comme dans l'autre. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, tu reviens en France, et comment est-ce que tu lis du coup cette découverte du CrossFit? Je reviens en France avec l'intime conviction que c'est une activité d'avenir. Et avec tout mon cursus, mon expérience, je suis persuadé, en revenant en France, que c'est le meilleur outil que j'ai jamais eu entre les mains et découvert. Et à l'époque, je ne suis pas formé encore, je suis autodidacte, pour travailler sur le physique des gens, mais au-delà de travailler sur le physique, sur la santé des gens. Ok. Tu es déjà convaincu de ça, donc c'est Je reviens et j'ai l'intime conviction qu'il y a quelque chose là-dedans qui fait que c'est un outil incroyable pour travailler sur le physique, mais surtout sur la santé des gens. Et donc, comment est-ce que tu bifurques? L'année d'après, donc quand tu reviens d'Afghanistan, l'armée française avait mis en place un sas de décompression. Okay. C'est-à-dire pour faire un palier avant de revenir à la vie réelle, parce que le retour à la vie réelle peut être très compliqué. Et il l'est. On parle de stress post-traumatique, je ne sais pas si tu as vu le film American Sniper. Ouais. Voilà. Et en fait, il se passe vraiment ça. Et moi, je l'ai vécu en tant que personne. Ouais, donc je peux en parler. Et en plus, allez, je ne veux pas minimiser du tout, mais en plus, tu n'étais pas non, voilà, j'étais pas au sur feu. Le terrain, au milieu des balles. J'ai eu personne dans mon viseur. Plus, donc, ça doit être juste, mais psychologiquement, par rapport aux gens qui sont restés, quand tu reviens, il y a un décalage. En fait, ce qui se passe, c'est que tu quittes la réalité. En fait, tu quittes la réalité. Tu quittes ta réalité pendant 6 mois. Tu quittes la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent toujours retourner en mission parce qu'en fait, c'est pas la réalité. C'est ça. Donc, tu n'as plus de problème. C'est-à-dire que pendant 6 mois, tu t'occupes pas des papiers, des voitures, du linge, de la bouffe, de machin. Tu n'as toutes les contraintes que tu as dans la vie de tous les jours qui peuvent t'empêcher d'eux, tu les as pas là-bas. Tu en as d'autres là-bas, mais c'est pour ça que les gens aiment tellement les vacances. Ouais, et il y a des gens qui veulent toujours partir en mission pour se couper de ces contraintes-là. Et quand tu reviens, en fait, il y a un décalage qui se crée, c'est-à-dire que ta conjointe ou ton conjoint qui est resté a appris à vivre seul, sans toi, n'a pas eu besoin de toi pendant un certain temps. Et toi, tu dois te réinsérer finalement. Et toi, tu reviens, et en plus, moi, quand je suis revenu, je me suis dit, ma femme, mon fils, c'est tout. Enfin, j'aurais pu perdre la vie, il y a des gens qui ont perdu la vie, etc. Et moi, je suis revenu, je me suis dit... Et donc, tu te retrouves avec quelqu'un qui a appris à vivre sans toi, alors qu'avant, peut-être, elle ne pouvait pas. Et toi, où tu étais plutôt indépendant, ce qui était mon cas, tu te retrouves à dire... Et donc, en fait, il faut reniveler tout ça, il faut retrouver ta place. La personne, elle fait tout toute seule. Toi, tu as l'impression de ne plus savoir rien faire. Mais c'est pas... Ce sas de décompression, on a eu des débriefings de groupe avec des thérapeutes. C'est là que j'ai rencontré des psychologues. Et j'ai échangé avec eux, c'était hyper riche. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'ils nous avaient prévenus de ce qui pourrait se passer. Et malgré tout, ils nous ont dit, voilà, s'il se passe ça, voilà comment vous allez avoir envie de réagir. Mais il faudra réagir comme ça. Et tu dis, OK. Et tu rentres. Et tu dis, OK, et tout de suite. C'est-à-dire que moi, je suis rentré, mon gamin il avait 1 an et demi, et on te dit, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu rentres? Sauter, de le prendre dans les bras. Et non, il ne faut pas. Parce qu'il ne te reconnaît pas. Parce que si tu fais ça, le gamin n'est pas venu vers moi, en fait. En fait, si tu n'es pas au courant de ça, tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Si tu le prends et qu'il te repousse, c'est encore pire. C'est l'horreur. Donc en fait, ayant été au courant de ça, j'ai laissé faire. Bien. Et en fin de journée, quand je suis rentré, en fin de soirée, après le repas, quand on est parti, il est venu et je l'ai pris dans les bras. Et avec ma conjointe, ça a clashé, mais 8 mois après que je sois rentré. Tu vois, le stress post-traumatique. Parce que les reproches, t'es parti, tu m'as laissé seul, machin. Enfin, ce qui est logique, ce qui est normal en fait. Mais moi, ce que je regrette, c'est qu'elle n'ait pas été formée et informée sur ce qui se passait pour moi. En fait, moi, j'ai été formé. Ouais, voilà. Donc, et là, elle est partie en mission il n'y a pas longtemps parce que ma conjointe est militaire. Et en fait, elle a compris, 10 ans après,
Ok. ce que moi j'ai vécu là-bas et le retour, la complexité du retour, etc. C'est ça. Et elle a eu la chance que moi je sois déjà parti pour l'accompagner sur son retour. Mais c'était très riche. On est en 2000. Ouais, on est en 2010 quand je pars. C'est ça. Ici, on est en 2022 et maintenant, tu es honneur de boxe et on va en parler après. Ouais. Comment est-ce que tu es passé de l'Afghanistan à je suis honneur de boxe? Parce que ça a été ça à peu près le trajet, mais il n'a pas, C'est il a ça, pas duré 6 mois. en fait, après j'ai repris mon job sur la base Sur place, aérienne. ouais. L'année d'après, j'ai eu la chance de repartir en mission à Chypre pour justement intégrer le SAS de décompression pour les militaires qui rentraient. Et là, c'était plus le domaine de la préparation mentale. Et je suis content parce que j'avais mis en place une séance de préparation mentale axée sur la respiration, mais où il y avait un but postural dedans, qui est resté une séance type qui était tout le temps faite après là-bas. Excellent. Nous, on faisait ces séances-là pour les gens qui rentraient. Ils étaient dans un cadre un peu idyllique, etc. Donc j'ai pu échanger à ce moment-là avec les thérapeutes, les psychologues, certains qui faisaient de l'hypnose. C'était aussi très riche. Et puis en 2011, donc cette année-là, un collègue est venu me chercher en me disant voilà, j'ai des salles sur Paris, j'ouvre des salles, des centres d'accompagnement haut de gamme. Il est venu me débaucher en fait. Et moi j'avais fait un petit peu le tour, j'ai pas tout fait, mais j'ai fait pas mal de choses et je me suis dit allez banco, c'est maintenant, il faut tester des choses. J'avais vraiment le sentiment que en fait l'armée ne me proposait plus de possibilité d'évoluer. C'est un message important pour les coachs, c'est-à-dire qu'il faut perpétuellement chercher à évoluer. Alors il y a différentes façons d'évoluer, devenir plus compétent dans ce qu'on fait, etc., développer des choses, mais si je reste sur mes acquis, en fait, c'est quelqu'un qu'on connaît qui dit ça, hein, c'est-à-dire que dans la nature, c'est soit tu progresses, soit ça meurt. Hein, dehors, les arbres, soit ils fleurissent, soit ils pourrissent. Ah quoi. oui, c'est sûr. Et donc je pense que c'est un message important, mais il faut continuellement chercher à se former, s'informer, etc., pour grandir. Ouais. Si je reste sur mes acquis, mais en fait, je deviens tout petit, je meurs. Mais en fait, tu fanes. Hein. Oui, tu fanes. Voilà, exactement. Ouais, et donc moi, j'avais le sentiment que l'armée n'était plus en mesure de m'apporter les évolutions auxquelles j'aspirais. Ouais. Voilà. Elle avait plutôt tendance, à un moment donné, c'est mon sentiment, hein, mais les grosses structures comme ça, parce que c'est une grosse machine, hein, c'est une grosse administration, mais à un moment donné, quand tu as des compétences particulières, quand peut-être même tu es bon, voire très bon, bah, tu es au même niveau que les gens qui sont très mauvais. Il n'y a pas de différence qui est faite. Ok. Tu vois ? Et donc, ça crée un nivellement par le bas. Ah bah oui, puisque tu dis, bon, bah, si de toute façon je ne suis pas récompensé à être meilleur, alors, il y a des gens à qui ça va très bien, hein, ils rentrent dans un certain confort, etc. Et moi, je n'avais pas envie de ça. Et j'ai toujours envie d'évoluer. Et j'ai toujours eu un peu cette fibre managériale. Tu vois ? J'ai été président de mon club de foot américain. Okay. Trésorier, gestionnaire, j'ai été président du club de muscu sur la base. Okay. Tu vois, même si je vais plus loin en arrière, quand j'étais plus jeune et que j'avais encore le temps et que je jouais à la console. T'aimais bien les jeux de management? Je jouais, je manageais une équipe, voilà, je construisais des villes. Tu vois Et donc je me dis, j'ai toujours eu ça un peu d'ancré en moi. Et donc on vient me chercher, on me débauche, je dis allez banco, je prends ce qu'on appelle un congé sans solde. Donc je suis toujours lié à l'armée, mais je me mets en retrait. Ouais. 2 ans, et puis au bout de la 2e année, je dis bon ben je quitte. Et on avance, donc j'étais sur Vincennes, sur un centre d'accompagnement, donc du personal training un peu haut de gamme, avec différentes prestations comme du massage, toi, etc. Tu faisais quoi? Je manageais le centre. Donc tu n'étais pas forcément coach, etc. J'étais manager employé, quoi. Ok, donc voilà. Je coachais, mais je manageais. Ouais, okay. Alors je manageais. Aujourd'hui, je te dirais que je ne manageais pas, avec le recul, mais c'était mon rôle. Okay. Et malheureusement, la personne avec qui je bossais, je lui en veux absolument pas, mais n'a pas du tout bien géré le business. Okay. S'est laissé un peu griser par certaines choses. C'est toujours un ami aujourd'hui. Hein, voilà. Et ça a été très mal géré, et quelque chose de très mal géré, à un moment, tu reprends tout en pleine figure. Ouais. Et donc, on a essayé de rattraper pendant 1 an avec le conseiller financier l'affaire, mais à un moment donné, il y a eu tellement de retard accumulé sur les premières années qu'on n'a rien pu rattraper, et j'ai vécu à 38 ans un licenciement économique. Ouais. Alors que je venais de quitter l'armée dans laquelle j'étais. Tu avais une super sécurité. J'étais de carrière, j'allais jusqu'à où j'avais 9 semaines et demie de vacances par an. Non mais, tu vois, un certain confort de vie. Voilà. Fort. Qu'est-ce que tu décides de faire alors? Donc là, je me retrouve au chômage. Donc moi, à 38 ans, aller pousser les portes de Pôle emploi pour
demander une rémunération. Enfin, voilà, parce qu'on a la chance quand même en France d'être plutôt bien accompagné à ce niveau-là. Ouais. En fait, j'ai mis à profit cette période-là et je me suis dit, ok, j'avais déjà commencé à travailler sur un projet CrossFit, alors que j'étais déjà dans cette salle-là. Déjà à ce moment-là. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ce qu'il me fallait, ça va accélérer le processus. Donc pendant cette période-là, j'ai eu accès… Attends, désolé, je t'interromps, mais c'est tellement important. En fait, ça t'a servi de coup de pied au cul un peu. Ouais. Donc le booster, ça a boosté. Ouais. Donc l'idée, ça c'est un truc que je veux aborder 2 secondes. C'est l'idée de brûler ses bateaux, tu sais. Donc, tu connais cette histoire avec le brûler ses bateaux? Non. Ok, donc je sais pas si c'est une légende ou pas, mais voilà. Donc c'est l'histoire d'un général qui arrive pour conquérir une île en bateau, du coup, puisque c'est une île, tu vois. Et il dit voilà. Il arrive et il dit brûlez tous les bateaux. Ça veut dire qu'en fait, le seul moyen de rentrer chez toi, c'est de gagner la bataille. Parce que tu vas alors prendre les ressources des gens et pouvoir prendre leur bateau et repartir chez toi. C'est un peu ça. Et donc en fait, tu te dis, bah, maintenant c'est mon seul choix en fait. Ouais. Et je veux juste faire une parenthèse là-dessus parce que ça fait suffisamment d'années que je suis dans le métier pour avoir vu des dizaines de coachs ou d'aspirants coachs me dire un jour je voudrais. Un jour, je voudrais être coach. Tu sais, cette personne qui est dans un job qu'elle n'aime plus depuis 10 ans et qui te dit qu'elle veut changer et qui fait 4 formations mais qui passe jamais à l'action. Pourquoi? Parce qu'elle a ce matelas. Elle a ces 1500, 2000, 2005, 3000 euros qui tombent tous les mois, ce confort-là. Et du coup, pas cette nécessité de passer à l'action. Toi, tu t'es retrouvé là, tu t'es dit, ah ben en fait, maintenant, il faut que je passe à l'action parce que c'est ça ou c'est rien. C'est ça. Alors, j'avais déjà quitté l'armée pour aller faire ce job-là. Donc, il y avait déjà une démarche intellectuelle qui était en route, en fait. Et en fait, le fait que ça ferme, ça a juste été vraiment un booster. Ok, maintenant, go, fais ton truc. Et maintenant, donc j'ai profité de cette période-là. J'ai eu accès à des formations, voilà, financières, etc. Montage de business plan que j'ai fait. Tout ça, c'est par l'État. Ouais, voilà. Okay, j'ai eu accès à ça quand tu es au chômage. Donc, tu as accès à certaines formations. Ce qui est marrant, c'est que l'expert comptable qui nous avait formé est mon expert comptable toujours aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, dans la formation dans laquelle on était, je crois que je dois être le seul oui, ok, à être allé au bout. À avoir été au bout et à être debout encore aujourd'hui. Ouais. Tu vois. Donc il y a beaucoup de gens effectivement qui font des formations et qui ne… C'est pour ça que dans la discussion qu'on avait avant que la vidéo commence, on en parlait, c'est-à-dire que il vaut mieux un imparfait qui existe qu'un parfait qui n'existe pas. C'est-à-dire que si tu attends toujours le bon moment, le meilleur moment, la meilleure formation, le momentum, machin, etc., ben en fait, tu ne vas faire que repousser et tu ne passeras jamais à l'action. Et ce qui fait la différence, et j'ai appris ça dans les formations que j'ai faites depuis, parce que ça fait 5 ans que je me forme maintenant, continuellement, ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, et donc on pourrait faire le biais avec les coachs ou les owners, c'est-à-dire qu'entre les coachs qui réussissent, ceux qui ne réussissent pas, les owners qui réussissent, ceux qui ne réussissent pas, c'est le passage à l'action. C'est le passage à l'action parce qu'en fait, une fois que tu es passé à l'action, en fait, tu commences à avoir un vrai feedback du terrain. Le terrain te dit, ça marche pas, ça marche pas, pourquoi? Les gens en fait passent pas à l'action parce qu'ils se disent… Et ça marche pas dans ton business. Et si ça marche pas, ouais mais en fait avec des si, tu fais que couper du bois. Tu vois, comment tu peux savoir si ça marche pas? Seulement en le faisant. Voilà. Donc fais-le. Ouais. Si ça ne marche pas, tu pourras réajuster, tu pourras supprimer, faire tester autre chose, etc. Et aujourd'hui, les gens que je côtoie qui ont les plus grosses réussites, c'est des gens qui n'ont aucune croyance limitante et aucune barrière sur le fait de passer à l'action. C'est exactement ça. Et maintenant, par rapport à ceux qui envisagent de changer de carrière, je ne dis pas qu'il faut brûler les bateaux. Moi, je ne crois pas. D'accord? Je ne crois pas que si tu as 2000 euros par mois qui tombent dans un job, il faut dire je quitte, je ne gagne plus rien et je vais ouvrir une salle. Je ne crois pas que c'est ça la bonne technique. Par contre, la bonne technique, c'est de dire ok, j'ai ce matelas, ce n'est pas une raison pour rester couché dessus. J'ai ce matelas, je vais aller quand même bosser dans une salle, je vais faire mon business plan, je vais ouvrir un petit studio chez moi par exemple, tu vois, commencer à mettre le pied à l'étrier et comme tu disais, déjà ça va me permettre d'avoir du feedback, ça va me permettre de voir si c'est un job pour moi, ça va me permettre de voir si quand c'est difficile j'arrive à réagir. Tu vas peut-être te rendre compte que, et on va pouvoir en parler, mais l'idée que tu te fais, l'image que tu as du métier dans lequel tu veux t'orienter, et là on parle de coaching, on parle de boxe de CrossFit, on parle d'être honneur, etc., tu vas peut-être tout simplement te rendre compte que c'est pas pour toi. Mais une fois que tu as tout lâché et que tu es dedans, il est trop tard pour te rendre compte que c'est pas pour toi. Et
la difficulté, elle est là aujourd'hui, je pense, pour beaucoup de personnes. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas heureux dans le changement qu'ils ont pris ouais. ou parce qu'ils ont Maintenant, plus je vais être cash avec ça, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, l'erreur, c'est de penser qu'il n'y a pas d'autre chemin. Je veux dire, si même à 40 ans, Loïc, on te prive de ta salle, tu pourras rebondir. Ah oui, mais moi j'ai déjà d'autres idées en tête. Oui, voilà, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que intellectuellement, je suis en perpétuel mouvement. Mais donc ces personnes-là qui se disent, si ça foire, si c'est pas pour moi, machin, tu pourras rebondir, tu pourras aller rechercher un job, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je suis complètement d'accord avec toi. À l'heure actuelle, on est en mouvement, je veux dire, c'est fini les 35 ans de carrière au même endroit. Je suis d'accord avec toi, mais on sait très bien que la nature humaine, de manière générale, les gens ont tendance à s'apitoyer, tu vois. Ah, ça marche pas, ah, j'ai pas de chance. Je parle de manière générale. Et c'est pour ça que la formation est extrêmement importante, à mon sens, parce qu'elle t'ouvre des pistes, des voies de réflexion, elle te fait faire des rencontres, etc. Et effectivement, il y a toujours une solution. Absolument. Il y a toujours une solution. Après, il y a aussi beaucoup de croyances, il y a beaucoup de choses comme ça qui te limitent, ou beaucoup de croyances sur quelque chose que tu penses être de telle ou telle manière. Et du coup, à ce moment-là, quand tu décides d'ouvrir, est-ce que donc tu as CrossFit Nemesis maintenant, est-ce que c'est déjà ça que tu fais? Ouais. Donc c'est ton premier projet? C'est mon premier projet, ouais. Tu ouvres CrossFit Nemesis qui est à 10 minutes de chez toi. Ouais, c'est ça. Dans une zone où il n'y a pas de CrossFit. Non, à l'époque, je suis… En quelle année? 2000… alors, je bosse sur le projet. Je pense que le projet est créé en 2014 et je crois que j'ouvre… En 2015. Le 15 février, je me souviens parce que c'était la Saint-Valentin, ma femme a apprécié. le 15 février 2015. Ok. Donc ça va faire 7 ans 7 bientôt, ans, ouais. C'est énorme. Tu ouvres avec… Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est, voilà, tu ouvres avec toi plus des coachs, tu t'organises comment? Alors… Déjà, tu t'es formé où pour ouvrir? Tu as fait le level 1, etc. J'ai fait le level 1. Et puis, tu as toutes tes formations background. Et puis, j'ai mes formations, mes compétences militaires. Et en fait, et ça va me permettre de rebondir sur un point extrêmement important. À l'époque, je suis BE2 muscu, je suis extrêmement compétent sur le terrain. Alors, ce n'est pas de la prétention ce que je vais dire, mais je pense que dans le secteur où je suis, il n'y a pas meilleur coach que moi, tu vois, sur ce que je fais en tout cas. Et j'ai de super résultats avec les gens. Et d'ailleurs, quand j'ouvre, au départ, j'ai de très très bons résultats avec les gens qui viennent à la salle. Et tu ouvres tout seul? J'ouvre tout seul. Que toi, je suis tout seul. Tu fais tout? Ouais, tout. Ok. Je fais le ménage, je fais les cours, je fais la prog, je fais le desk, l'admin, le machin. On appelle ça le chef d'orchestre. Chef d'orchestre, pardon. Et je fais 70 heures par semaine. Tu fais… Non, pardon, je me suis trompé. Tu es le… Comment est-ce qu'il s'appelle là? Tu sais, le mec qui a une trompette là, un tambour là, tu sais… Ah oui, tu vois, celui-là plutôt en fait. Oui, c'est ça. Tu n'es pas le chef d'orchestre. Je suis pas le chef d'orchestre. En fait, tu es là et tu joues de tous les instruments en même temps. C'est ça, c'est ça. Je fais tout ça. Et c'est là où il y a quelque chose d'important que je sais aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens qui ouvrent des salles de sport dans le fitness, quel que soit le secteur d'activité, et aussi beaucoup, j'ai l'impression peut-être plus dans le CrossFit, c'est avant tout des passionnés et c'est avant tout des coachs. Absolument. On est plutôt d'accord là-dessus. Ouais. Et il y a une vraie différence entre le rôle de honneur, être un coach, un excellent coach, et être un chef d'entreprise. Parce que quand tu ouvres une salle de CrossFit ou quand tu ouvres autre chose, une autre entité sportive, tu deviens chef d'entreprise de cette entité, de cette structure. Et en fait, moi, j'avais la croyance à l'époque, comme je suis un excellent coach, comme je suis un très bon coach, je vais donc être un bon honneur. Je vais forcément réussir. Ma boîte va forcément marcher puisque je suis un bon coach. Et en fait, c'est une putain de croyance de merde. Excusez-moi l'expression, mais c'est simplement une erreur. C'est une erreur, voilà. C'est-à-dire que être un très bon coach, c'est une chose, c'est important en fonction de la vision que tu as du sport de ta salle. Oui, et encore, parce que tu peux être honneur sans être coach, avoir un coach qui travaille pour toi. Mais aujourd'hui, les gens qui ont les plus grosses réussites dans le monde du fitness, c'est des gens qui ne sont pas du monde du fitness. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont du monde de la gestion, du business, du monde… Là, je vais me permettre de réagir 2 secondes parce que tu parles de réussite et là, on parle bien de réussite financière. Parce que si on parle de réussite
personnel, il y a des gens qui vont me dire, bah, moi j'ai ma Non, propre la boîte réussite, et je suis très heureux, tu vois. La réussite, c'est pas que de la réussite financière. C'est ce que tu dis, les plus grandes réussites, tu vois. Donc là, on est quand même sur quelque chose Oui, mais de... je parle des gens qui ont par exemple 10 salles, 12 salles, Voilà, 25 salles, c'est ça. Qui ont des prestations. Sur des réussites quantitatives. Ouais, et donc qui ont une réussite financière, c'est-à-dire que ça va de Bien pair, sûr, bien sûr. qui ont une réussite personnelle en termes d'accomplissement. Parce que, en fait, tu peux réussir et ne pas avoir d'argent. Mais moi, tu ne m'enlèveras pas de la tête, de l'idée que, effectivement, l'argent n'est pas. Moi, je ne crois pas aux gens qui disent moi, je m'en fous de gagner 5 000 euros. Non, c'est pas vrai. Ça. C'est pas vrai. Non. En fait, l'argent est une des choses qui te permet de réussir, est un des critères de réussite. C'est pas le seul, parce que tu peux être très fortuné et être tout seul et tu es malheureux comme c'est pas possible, et tu n'évolues plus, etc. Mais en fait, cette réussite financière aussi, elle te permet en fait d'avoir des meilleurs moments de qualité, peut-être avec les gens que tu aimes. Déjà donc, dans ta vie privée et puis même dans ta vie professionnelle. Dans ta vie privée, dans ta vie pro. Ça te donne plein de perspectives. Je veux dire, tu as d'options. Tu as plus d'argent, tu peux acheter un bâtiment, tu peux engager des gens, tu peux ouvrir une plus grande salle, tu peux faire plein de trucs. Tu peux faire vivre des gens en les employant, donc c'est très gratifiant. Tu peux, au lieu d'aider 300 personnes, tu peux en aider 1000. C'est la vision que moi j'ai aujourd'hui, et tu peux en aider 5000, voilà, tu peux. Et en fait, c'est juste que l'argent va te permettre de t'acheter ou d'avoir des moments de meilleure qualité avec tes proches, les gens que tu aimes, les gens qui bossent avec toi. Et en plus de ça, Loïc, il y a un truc qui est quand même très important avec l'argent, qui est un truc dont je ne sais pas pourquoi. C'est déjà très compliqué de parler d'argent en Belgique. En France, c'est pire. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y a quand même un truc, c'est que quand on gagne des sous, ça nous enlève un poids, un tracas énorme. Tu peux mieux réfléchir, tu peux mieux créer, tu es plus serein. Je veux dire, simplement te dire, j'ai les besoins de ma famille et les miens qui sont couverts et je sais pas, et je prévois un peu l'avenir, juste ça, tu vois. Rien que ça, en fait, ça t'apaise et tu peux alors te concentrer sur le développement de ton coaching, de tes coachs, de ton business, de ta formation. Parce que quand tu es là à dire « il faut que je rentre de l'argent, il faut que je rentre de l'argent », en fait, c'est ta seule priorité. Comme on dit, en fait, l'argent, ce n'est pas la priorité, sauf quand on n'en a pas. Quand on n'en a pas, c'est ta priorité. Tu vois ce que je veux dire? Quand on n'a pas, il faut quand même aussi arriver à en parler et dire que c'est une nécessité, tu vois. Mais tu as raison, c'est quelque chose qui est tabou. Moi, j'ai aucun problème aujourd'hui pour parler d'argent. Tant mieux. Mais aucun. On peut parler de mon salaire, on peut parler de la boîte, on peut parler de plein de choses. J'ai aucun problème pour parler d'argent. Mais effectivement, je me suis rendu compte que c'est tabou. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui tu ne peux pas en parler. Même des fois des gens proches. Ta famille ou autre. C'est très choquant, c'est très culturel. Par contre, aux États-Unis, on te dit bonjour et on te demande ce que tu fais, combien tu gagnes. Ouais, et les gens, c'est un truc de fou. En fait, en France, c'est perçu comme de la prétention et pas de l'ambition. Ok. Tu vois? Moi, j'ai toujours été ambitieux. J'ai voulu faire ci, j'ai envie de faire ci. J'ai toujours tourné ça à la rigolade. Je me souviens de mes anciens collègues, je leur disais très souvent. Mais moi, je partirais de l'armée et je viendrais vous rendre visite, les copains. Je viendrais prendre un café, je garerais mon Porsche Cayenne devant. Je l'ai branché comme ça. Je rigolais, mais il y avait toujours cette envie de réussir. Oui, tu as toujours en envie fait, de faire plus. Je sais aujourd'hui que ça n'a peut-être pas toujours été perçu comme ça. C'était une ambition pour moi et les gens l'ont sûrement pris pour certains comme de la prétention. Je suis d'accord avec toi. Et ambition, en fait, ça fait partie des mots de notre langage qui est devenu naturellement péjoratif alors que ça n'a pas de sens. Ambition peut être une ambition positive. Bien sûr. Par exemple, moi j'ai l'ambition, j'en parle tout le temps à mon équipe, de faire travailler plus de monde dans leur passion. Pour moi, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Ben non. Mais ça nécessite de l'argent, les gars. Ça nécessite des sous. Donc, en fait, on va essayer d'aider plus de gens pour gagner plus de sous, pour faire travailler plus de gens dans leur passion. C'est plutôt une belle mission, non? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est de l'ambition. Tu disais aussi, juste avant, il y a un truc important, l'argent c'est un problème quand on n'a pas. Ouais. Oui et non, c'est vrai que quand on n'a pas, tu as tendance à y penser. Mais tu peux aborder aussi le problème différemment, c'est-à-dire combien tu voudrais gagner, comment tu te projettes, tu vois, un petit peu. Et en fait, est-ce qu'en face de cette projection, tu mets les moyens nécessaires? Parce que les gens qui réussissent, ils ont 24 heures dans une journée comme toi, ils ont à la base
pas forcément plus d'argent que toi quand tu as commencé. Sauf que ce que je constate aussi, c'est que la différence, c'est que souvent ces personnes-là ont mis en face de leur projection, de leur ambition, les moyens pour réussir. Et c'est très difficile à entendre des fois, hein, mais pour certaines personnes qui n'ont peut-être pas d'argent, qui ne réussissent peut-être pas comme elles voudraient, etc., c'est ce qu'on vient de dire avant, la question à se poser, c'est est-ce que tu as mis les moyens nécessaires en face? Quand on parle de moyens, on ne parle pas de moyens financiers. Oui, non, on parle de temps, de formation, de mise en action, de correction, de feedback. De tests, est-ce que tu as mis les moyens? Bien sûr. Je suis absolument d'accord. Alors j'ai une petite série de questions à te poser qui vont être tout de suite en lien, surtout que maintenant on commence à voir plus clairement ton parcours. Donc si je prends 2015, tu ouvres CrossFit Nemesis, tu es tout seul. Aujourd'hui on est en 2022 on va dire, on est en fin 2021 quand on tourne ça, ça sortira probablement en 2022. Tu es toujours à CrossFit Nemesis, sauf que tu as ouvert avec 15 membres et maintenant tu en as plus de 300 si je ne me trompe pas. Maintenant, ouais, voilà, donc CrossFit Nemesis, c'est la même salle depuis 7 ans. C'est au même endroit. Même endroit, 250 mètres carrés. Et on est revenu là à un niveau d'avant Covid, où on est revenu à 315 membres. Tu es à 315 membres, tu as, si je ne me trompe pas, 2 coachs. Aujourd'hui, j'ai 2 coachs. Alors, le Covid a changé beaucoup de choses dans la tête des gens en termes d'évolution. Donc, il y a eu tout un renouvellement du staff là. Mais de manière générale, surtout là, à partir de cet été, j'ai fonctionné avec 2 coachs à temps plein. Ok. Et un commercial ok. à temps plein. Ouais. Et une petite armée d'alternants. Les alternants, c'est des gens qui font leurs études en alternance en entreprise. C'est ça. Et en fait, il y a un financement, c'est-à-dire que tu es subventionné quand tu recrutes des alternants. Donc, qui coûte beaucoup moins cher. Ce qui fait que leur année ne te coûte quasiment rien. Surtout là, post-Covid, il y a eu des aides supplémentaires. Donc l'alternant ou les alternants ne vont rien coûter. Et j'ai là une alternante sur le poste commercial. Donc à terme, l'idée c'est qu'ils soient 2. J'ai toujours un alternant coach. Donc à terme, ils seront 3. J'ai un alternant dans j'ai une assistante de direction. Ok. Voilà. Parce que là, tu me parles de 315 membres pour faire facile. Et tu as un staff, comme tu dis, une petite armée. Ça veut dire que toi, finalement, ton rôle maintenant, il est beaucoup plus dans la supervision, la gestion, le leadership, le management. Ma vision a évolué en fait. C'est-à-dire que Parce que tu as commencé comme homme à tout faire. Ouais, j'ai commencé comme homme à tout faire. Mais tu t'es vraiment extrait de ça. J'ai commencé comme coach. Et en fait, j'ai pris conscience grâce aux formations que j'ai faites, parce que, voilà, on va pas se mentir, j'ai ouvert la 2e année, j'aurais pu fermer. Au bord du burn-out. Ouais, j'étais au burn-out, gouffre financier. Enfin voilà, c'était pas du tout la projection que je m'en faisais et la peinture que je m'en faisais. Ça va être génial, je suis un super coach, ça va marcher, etc. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a un vrai décalage. Et quand tu arrives face à cette situation-là, où le club est en déficit tous les mois, où forcément ça a un impact sur ta confiance, sur ton moral, sur ta rémunération. À la maison, tu as une conjointe, tu as un gamin, tu as des projets. Ça peut aussi foutre en l'air tout ça. Hein. C'est-à-dire que j'aurais pu perdre ma famille à cause de CrossFit Nemesis. Bien sûr, ça ne m'étonne pas. Soyons clairs, quand tu fais 70 heures par semaine, que tu ne t'en rends pas compte, que tu es crevé, tu n'as plus envie de rien. Que tu oublies un petit peu ta conjointe, que tu oublies un peu ton fils, alors qu'avant tu avais passé du temps tout le temps avec lui, à un moment donné, ça ne peut pas durer en fait. Donc tu peux vite, le tableau peut vite devenir et c'est là à des contrastes dont on parlait, avec vraiment la différence entre le coach et le owner. Voilà. C'est vraiment très important. Alors juste parce que là du coup ça fait 2 ans à peu près que tu y es, voilà. Quel est l'élément qui t'a fait bifurquer, je me dis à ce moment-là, alors je suis des gens sur les réseaux sociaux, je vois des formateurs, des choses comme ça, tu as toujours l'impression que c'est des gourous, enfin tu vois, sur les réseaux, et c'est pas vrai. Et je me dis, tu as 2 façons de réagir. Soit tu as un ego de fou, ce qui est le cas dans le domaine du sport quand même, les gens ont quand même un ego. Voilà, et tu restes dans ta... et tu dis non mais c'est bon, je vais y arriver, je vais faire ci, je vais faire ça, tout seul, machin. Soit tu dis, en fait je suis mauvais. Je suis mauvais et j'ai besoin d'aide. Ce que font les gens quand ils viennent nous voir. C'est ça. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils viennent nous voir parce qu'ils ont besoin d'aide. Et là, ils sont en souffrance, on vient leur proposer une solution qui va régler leur souffrance. Et donc moi, à cette période-là, je suis en souffrance en tant que gérant, et je me dis, j'ai besoin de me faire aider. De toute façon,
C'est ça où c'est fini en fait. Ouais, c'est comme tu disais tout à l'heure, la nécessité. Ouais, c'est ça. Soit je me fais aider et ça marche pas, de toute façon ça va rien changer à ce qui se passe en ce moment, soit je me fais aider et ça marche. Et donc je commence à me former. À partir du moment où je me forme, tout change. Tu te formes Ouais. plus dans le coaching, tu te formes Non, en tant que honneur. je me forme dans le business. C'est ça. Je me forme dans le management, dans la gestion, dans le management, dans la partie commerciale, la partie marketing, la partie communication, dans le mindset. Parce que le mindset d'un chef d'entreprise n'est pas le même mindset qu'un coach. Exactement. Je voudrais faire une petite parenthèse là-dessus parce que je suis tout à fait d'accord et on va continuer. En fait, l'idée, c'est que tu parlais d'un grand coach. S'il ne devient pas bon honneur, ne peut pas réussir. Et ça, je parle pour gérer une box. Je suis entièrement d'accord avec toi, à 100%. Le seul cas où un grand coach peut réussir tout seul, sans compétences de gestion, c'est dans un studio de personal training tout seul chez lui. C'est la seule fois. Pourquoi? Parce que là, tu n'as pas le nettoyage, le loyer à 2500 ou 3000 qui tombe tous les mois. Etc. Je ne dis pas qu'il ne pourrait pas faire mieux. Je dis il peut s'en sortir. Oui, bien sûr. Alors que tu ne peux pas t'en sortir en gérant une box avec… Tu as combien de loyer? 3005 de loyer. Voilà, tu ne peux pas t'en sortir avec 3500 €. C'est juste ton loyer. Tu n'as pas payé ton non, c'est juste du loyer. L'électricité. C'est juste ton loyer. C'est-à-dire que tu as tout de suite une pression sur les épaules qui est énorme. Tu dois rentrer des gens. Les crédits, tout. Voilà. Les employés, le matériel. Les employés que tu as. C'est énorme. C'est pour ça que je dis ça. C'est que si effectivement tu veux être un petit coach indépendant dans ton coin, tu peux tout à fait t'en sortir avec très peu de compétences de gestion. Moi, je l'ai fait et je gagnais très bien ma vie. Une fois que tu passes au niveau business, management, immeuble, plusieurs personnes à gérer, il faut des compétences. Il faut te former. Il faut que tu ailles te faire aider. Je suis absolument d'accord avec toi. Et c'est deux métiers différents. C'est deux métiers différents. C'est deux métiers différents. Et même en parlant du petit coach, du petit coach, c'est pas péjoratif quand je dis petit, mais qui fait son studio de coaching, etc. Échelle, voilà. C'est un respect, mais c'est à petite Souvent, échelle. quand on fait ces choses-là, ce qu'on se dit, c'est quoi? J'ai envie d'upgrader ma vie, j'ai envie de mieux gagner ma vie, et on se projette et on se dit, c'est pas que je n'ai plus envie de bosser, mais c'est que j'ai envie de, voilà, à un moment donné, tu sais, on a la vision du chef d'entreprise, machin, qui fait bosser. Le problème, quand tu es coach, quand tu fais ton petit studio de coaching, ou pour beaucoup de honneur, c'est que souvent, on se dit, je monte une boîte, mais les gens ne montent pas une boîte, en fait. Ils se créent juste un autre job. Ah oui, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'ils sont coachs, ils sont salariés, ils ont un job, ils se disent, ouais, je vais monter ma boîte, ou je vais monter mon studio de coaching. Mais en fait, quand tu fais ça, si c'est pour te recréer les mêmes conditions, juste que ce soit à ton nom, tu t'es juste créé un deuxième job. Et en fait, être chef d'entreprise, c'est pas se créer un deuxième job. C'est faire travailler des gens pour nous, par rapport à notre vision, par rapport à un projet, et nous se retirer. C'est ça, être chef d'entreprise. En fait, c'est la différence entre un business et un job. Et il n'y a rien de mal là-dessus. On peut aussi créer un job. Il y a des gens qui aiment ça, d'accord? Il n'y a rien de mal. Mais souvent, je te disais ça, dans la vision que les gens ont, ils se disent, je vais monter ma boîte avec toute l'idylle qu'il y a derrière. Mais en fait, ils ne montent pas leur boîte, ils se créent juste un autre job parallèle. Et je pense que là-dessus, il faut être honnête par rapport à la démarche. Je connais par exemple quelqu'un, on a un exemple dans la communauté de gens qui vont ouvrir une salle à l'endroit qui leur convient parce qu'ils ont envie de vivre là et qui veulent bosser dans leur salle. Et ils ne veulent pas être chef d'entreprise, ils veulent bosser dans leur salle. Et c'est très cool en fait. Tu vois, il faut vraiment respecter ça. C'est je me crée mon job de rêve. Mais toi, ton job de rêve, en fait, si je comprends bien, au fur et à mesure des années, c'est plus devenu je veux être coach dans une salle, même si c'est ma salle. En fait, c'est je veux être chef d'entreprise et avoir un business qui tourne. Mais pourquoi? J'ai 44 ans aujourd'hui. Ouais. À 25 ans, je n'avais pas cette vision-là. Il y en a qui l'ont à 25 ans. Tout à fait. Mais aujourd'hui, je n'ai pas créé CrossFit Nemesis pour me créer un job où je dois passer 40 heures dedans. C'est ça. C'est pas ça, être chef d'entreprise. Et en plus, quand tu es 40 heures dans ta salle, tu es dans ton business. Absolument. Tu ne travailles pas sur ton business et sur le développement de ton business. Parce que de tes commerciaux, même les gens qui veulent se créer un job, on a tous envie de développer ce qu'on a créé. Ouais. Tu ne peux pas développer si tu donnes 35 heures, 50 heures de cours dedans. Je suis d'accord. Le problème des petits studios de coaching et des personnes qui font un studio de coaching, c'est que, en fait,
leur outil de travail, leurs ressources, c'est eux. Donc ils monétisent leur temps et leur Et ils ne pourront jamais en sortir en fait. Non. C'est-à-dire que bah ouais, tu vas pouvoir gagner très bien ta vie, mais plus tu vas faire de coaching, mais plus tu vas en faire, Oui, bien sûr. plus tu vas être prisonnier en fait de ça. Oui. Voilà. Alors, c'est ça. De nouveau, je veux juste nuancer le truc parce que ça, c'est toi vision à toi où tu dis, voilà, il va être prisonnier. Mais peut-être que le gars te dit, bah non, moi, c'est mon idéal en fait. Oui, mais c'est pour ça que je dis que les visions peuvent évoluer. C'est pour ça que je dis qu'à 25 ans, moi, j'aurais pu monter mon studio de coaching et faire 50 heures de cours de coaching parce que c'est la vision que j'avais. Aujourd'hui, j'en ai 44, j'ai 2 enfants. J'aspire à avoir des moments de qualité avec ma famille, avec mes proches, avec les gens que j'aime. Et surtout, en fait, aujourd'hui, j'ai eu une réflexion où je me suis dit, ok, j'ai 300 membres. Je change la vie de 300 personnes. Je règle des problèmes de souffrance à 300 personnes. Je fais en sorte que les gens aillent mieux, se sentent mieux, rencontrent l'âme sœur parce que justement, ils sont mieux dans leur corps, fondent une famille, trouvent un job parce que physiquement, bah, ils peuvent faire des choses qu'ils ne pouvaient pas avant, réussissent des concours. Voilà. Donc, j'ai un vrai impact positif sur plus de 300 personnes. Mais mon feu sacré, ce qui m'anime moi aujourd'hui, je me dis ouais c'est cool, mais comment je peux faire pour en aider 500? Comment je peux faire pour en aider 1000? Comment je peux faire pour en aider 10 000? Donc forcément à partir du moment où tu te poses ces questions-là, eh ben, tu ne peux pas aider 1000 personnes sur place. Comme j'en ai aidé 300 aujourd'hui. Non, c'est sûr. Donc, si je veux réussir à aider 1000 personnes, avec la même vision, avec la même bienveillance, avec la même envie de bien faire, etc., à un moment donné, tu te retrouves face à une problématique structurelle où tu te dis, ok, donc comment je peux en aider 1000? Il faut que je donne plus de cours. Mais si je donne plus de cours, en fait, je ne peux pas me démultiplier à l'infini. Donc je suis obligé de prendre des gens pour bosser avec moi. Mais ces gens-là, il faut que je puisse les rémunérer. Mais pour les rémunérer, il faut les former aussi. Il faut que je puisse faire venir ces 1000 personnes. Mais si je n'ai pas de temps à consacrer à faire venir les 1000 personnes, à pouvoir les gérer, etc., je peux... Donc en fait, ma vision n'a pas évolué. C'est les moyens d'y arriver qui me font évoluer. Ouais. Et ça peut vraiment se répercuter chez les honneurs, chez les multi-honneurs, tout comme chez les gens qui ont un studio de personal training. Si à un moment donné, vous voulez faire évoluer votre business, le seul moyen d'y arriver, c'est de pouvoir prendre du recul. C'est d'en sortir. En fait, alors, attends, au début, on peut en sortir ne serait-ce que ponctuellement. Je peux juste me dire, je ne dis pas d'en sortir complètement. 2 après-midi par semaine, je ne prends pas de clients, je ne prends pas de rendez-vous, je prends mon business et je regarde ce qui va pas et je cherche comment je peux faire mieux. Déjà, rien que ça. Je ne prends pas de cours. Je ne prends pas de cours, voilà, c'est ça que je veux dire. Déjà, rien que ça, ce serait énorme. En fait. Moi, aujourd'hui, je suis encore dans mon business. Mais, hormis le Covid, etc., mon objectif là, c'était de petit à petit. En fait, il faut le faire étape par étape. C'est ça. Il ne faut pas que les gens prennent ce que je dis comme argent comptant. Et je ne dis pas que du jour au lendemain, tu donnes tous les cours et que demain, tu ne donnes plus aucun cours. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. J'ai dit qu'effectivement, il va falloir mettre des choses en place pour petit à petit, au début, 1 après-midi par semaine. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu es honneur, tu passes 1 après-midi à bosser sur ton business? C'est ça. Tes process, et pas à faire ta communication, etc. Et quand je dis sur ton business, c'est pas faire le ménage, c'est pas faire les chiottes, pas faire la compta. C'est pas faire la compta, non, c'est sur la stratégie. Est-ce que tu bosses sur ta communication, sur la stratégie, ton offre, le développement d'une nouvelle activité, d'une nouvelle offre, le recrutement, le management, est-ce que tu bosses sur ça? Et donc au début, tu vas pas pouvoir tout faire. Donc il y a des priorités à avoir. Sors de ton club une demi-journée. Et puis à terme, 2 demi-journées dans la semaine. Peut-être que tu vas prendre un alternant, justement, chez nous. Peut-être que tu vas prendre un indépendant, un auto-entrepreneur qui va te donner... Mais en fait, il faut le voir comme un investissement. C'est-à-dire que tu prends un auto-entrepreneur qui te coûte... parce que les gens rapportent toujours ça à un coût. Surtout, on le disait tout à l'heure, surtout si ça va moyen, ou tu dis « ouais, mais je prends quelqu'un, ça va me coûter tant par mois ». Mais en fait, est-ce que tu as valorisé les 2 demi-journées multiplié par 4 semaines, donc sur le mois, est-ce que tu as valorisé que ces 2 demi-journées vont, au bout du bout, pouvoir te permettre de développer et te rapporter à ton business?
et aux gens que tu aides déjà et aux gens que tu vas avoir la possibilité d'embaucher, etc. Du coup, c'est une remarque intéressante. Si je suis, voilà, si je suis honneur et que ma réaction à ça, c'est de me dire ben, j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, voilà. Attends. Vas-y. C'est selon toi, parce que moi j'ai mon idée sur la question, mais je voudrais ton avis. Tu penses qu'il doit commencer par déléguer quoi? Par quoi est-ce qu'il doit commencer? Alors voilà, tu as le gars qui fait les cours, le nettoyage, la programmation, la comptabilité, les abonnements, les relances, les prises de contact, voilà, et qui essaie de s'entraîner quand il peut. Et tu as ce gars-là et tu lui dis voilà, la première chose que tu dois déléguer pour te libérer du temps et travailler sur ton business, pour toi, ce serait quoi? Alors déjà, délègue ton entraînement. Si tu as ouvert une salle de CrossFit pour t'entraîner toi, je pense qu'à un moment donné, tu t'es trompé. C'est-à-dire que moi, pendant 2 ans, je ne me suis pas entraîné. Alors, est-ce que tu penses que c'est la… Non, pour moi, c'est non, pas mais le je bon me suis temps. pas entraîné parce qu'en fait, il y a plein de choses auxquelles je ne pensais pas et que je n'avais pas mis en place. Mais tu n'ouvres pas une salle de CrossFit pour t'entraîner toi et mettre ton snatch sur les réseaux sociaux. Par contre, il faut t'entraîner. Oui. C'est une nécessité. En fait, moi, aujourd'hui, l'entraînement est mon exutoire. Me permet de mieux réfléchir, me permet de… Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est une nécessité. Oui, bien sûr. Après, la première chose, moi, je vais te dire ce que j'ai délégué. Voilà, parce que je n'ai pas la science et je n'ai pas la vérité. Et ce qui est vrai pour moi ne le sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre dans la façon qu'il a de fonctionner, sa façon, son approche, etc. La première chose que j'ai déléguée, c'est les cours. Ok. C'est-à-dire que j'ai pris des alternants. Donc typiquement, tu as gardé le nettoyage. Alors, la première chose que j'ai déléguée, c'est le nettoyage. Ok, il me semblait bien. Parce que je me dis, ça, c'est pas un Non, truc… c'est le nettoyage. Un chef d'entreprise, il ne doit pas nettoyer les chiottes de sa salle. Ok. Voilà. Donc, le nettoyage. Mais ça a été de pair avec les cours. C'est-à-dire que j'ai délégué le nettoyage à une société externe. Déjà, ça te soulage. Et j'ai délégué les cours en prenant un alternant qui donnait un petit peu de cours, ce qui fait que je rentrais un peu plus tôt, des après-midi, machin. Il ne prenait pas tous les cours non plus, parce qu'il ne fait pas non plus l'alternant 35 heures, mais s'il était là 15 heures, voilà, il pouvait prendre 2 ou 3 demi-journées, matinées, etc. Absolument. Ensuite, parce que moi, je programmais les cours de la salle. J'avais ma vision des choses. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein, mais j'ai une vision qui est très santé du CrossFit, beaucoup plus axée sur la santé, le développement étape par étape dont on parlait, que sur structure. Ouais, voilà, que sur la compétition. Et, alors ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de construire des compétiteurs, mais d'une certaine manière, étape par étape. Voilà. Mais je suis plus axé sur la santé et le fait que les gens se sentent bien. Voilà. Et donc, je programmais tout seul. L'autre chose que j'ai très vite déléguée, c'est la programmation. C'est ce qui a été le plus compliqué. Parce que j'ai une vision des choses et je voulais déléguer la programmation à quelqu'un qui ait la même vision que moi. Ce qui est déjà un peu plus difficile à trouver. C'est sûr. Je ne voulais pas prendre une prog sur Internet, la prog CrossFit ou la prog de un tel qui est un compétiteur, qui est machin. Non, je voulais quelqu'un qui ait la même vision, donc avec qui j'ai pu échanger un petit peu, etc. Et je voulais avoir quelqu'un où quand je vois la prog, je me dise ah, tu vois cette séance-là, en fait c'est moi qui aurais pu la faire. Et que quand je lui propose quelque chose ou quand je lui fasse un feedback, ou que la personne se dise ouais, en fait cette séance-là, moi aussi j'aurais pu la faire. Absolument, un échange. Un échange. Et donc j'ai trouvé cette personne et j'ai délégué la programmation. Et là, ça m'a fait gagner un temps de fou. Parce que la prog, je la faisais en rentrant le soir, jusqu'à pas d'heure, je m'endormais sur la prog. C'est chronophage quand tu as envie de bien. Quand tu as envie de bien faire, quand tu as une prog qui est réfléchie, raisonnée, parce que tu veux faire progresser les gens étape par étape, une prog qui est un peu cyclique quand même si on est sur de l'alternance en CrossFit, mais il y a des thèmes, il y a des cycles, enfin je veux dire, il y a des règles communes, même au CrossFit, enfin je veux dire, même les crossfitters de haut niveau aujourd'hui, les compétiteurs, s'ils veulent bosser leur force, à un moment donné, la force, il y a des pourcentages, des cycles, des règles, des choses comme ça. Voilà. Donc il y a quand même un minimum de construction à avoir. Et donc c'est hyper chronophage. Et ça t'a vraiment soulagé? Ah, mais je pense qu'au départ, c'est la chose qui m'a le plus soulagé. Mais j'ai mis du temps. C'est-à-dire que j'ai mis 3-4 ans à dire allez, ça va, c'est bon. À déléguer. Et puis, après… Donc, nettoyage, coaching, prog. Après, j'ai commencé à déléguer… la compta? Alors la compta, j'ai de suite eu un expert comptable, tout de suite. Donc, ça tu l'avais déjà pas? Ah ouais, tout de suite. Donc compta, nettoyage,
Coaching, programmation. J'ai jamais fait la compta. Quand je dis j'ai jamais fait la compta… Alors, vous ne devriez pas faire votre compta. Ah non, j'ai jamais fait la compta. Moi, j'avais mes documents comptables que je récoltais. Et que tu donnais au comptable. Je donne au comptable. Le comptable gère les payes, il gère tout. Très bien. Ah, non, on se voit pour les bilans, on essaie d'optimiser certaines choses, il m'explique, voilà. Mais non, je gère pas ça. Désolé pour ça, je ne sais rien faire. Non, mais le départ, dès le départ. Ouais. Donc en fait, ça a été le ménage, le coaching, un peu, coaching un peu, et la programmation. Ok. Ensuite, j'ai délégué le commercial. Mais que tu n'as même pas vraiment délégué ça, si je peux me permettre, tu as plutôt ajouté un commercial. Ouais, j'ai ajouté. Tu as plutôt créé une branche. En fait, je le faisais moi. Ouais, c'est ça. Et donc après, le fait de le faire moi, c'était pas optimum. J'ai optimisé le poste commercial en prenant quelqu'un. Alors, c'est pas la première chose que j'ai faite. La première chose avant le commercial, j'ai délégué la communication. Ok. Quand je parle de la stratégie de communication, digital, site internet, Facebook, marketing digital. Alors Facebook, je suis encore en train de community manager, la gestion des réseaux sociaux, la mise en place d'une certaine com, etc. Je suis en train de parce que pour l'instant ça me convient pas. Mais tout ce qui est marketing digital, tunnel de vente, stratégie. Alors j'ai pas délégué la stratégie, je suis toujours maître de ma stratégie, mais j'ai délégué tout ça. Et le commercial est venu après. Ok, très bien. C'est vraiment intéressant comme parcours de honneur, je trouve. Voilà, c'est le tien, mais il va peut-être inspirer des honneurs à se dire, ok, je commence par là, puis je passe par là. Puis tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment très très cool. Alors pour moi, c'est compta, nettoyage. Personne ne devrait faire ça. Parce que compta, nettoyage. Et alors, il y a le point d'interrogation de la programmation. Moi, je comprends qu'on la fasse. Je respecte ça. Si on est dans une logique où on veut vraiment imprégner à 100% sa propre identité, avec le fait que le jour où vous voulez prendre du recul sur votre box, c'est un des trucs les plus chronophages, les plus énergivores, et donc je te rejoins à 100% là-dessus. Moi j'ai mon identité, hein. C'est juste pas possible. Nemesis, ma prog est déléguée, ouais. On a toujours une possibilité d'adaptation, etc. Mais j'ai ma propre identité à CrossFit Nemesis, malgré que la prog elle n'est pas externalisée. Si, elle est externalisée, mais en fait, alors, elle est toujours… Parce qu'ils vont demander, hein, tu peux le dire. Oui. Donc, tu as pris notre prog parce que tu ne l'as pas dit. Hein. Non, donc, on travaille ensemble depuis quelques temps. Octobre 2015. Octobre 2018, pardon, excuse-moi. Octobre 2018, octobre 2015, c'est quand j'ai commencé à créer la programmation individuelle. Et en fait, je pense que ce qu'on a bien fait, et figure-toi que j'ai eu un gros appel avec un autre honneur très récemment, c'est qu'en fait, quand des gens suivent la progra avec nous, déjà la première chose, c'est que moi, je demande un engagement de 6 mois. Parce que je veux justement, en fait, qu'on ait le temps de l'implémenter, que tu puisses me dire, non mais ce cours-là, c'était pas possible, il rentrait pas. Non mais ça correspond pas. Je sais qu'on a souvent des échanges, des feedbacks, exactement. Des adaptations. Enfin, en fait, c'est un canevas. La prog, c'est un fil conducteur. Et je sais que par rapport à l'identité du club, de la typologie de personnes qui viennent s'entraîner, etc., moi, j'ajoute, je modifie. Non, mais des options supplémentaires, etc. Non, ça, plus comme ça, par rapport au matériel aussi. Ne serait-ce qu'une histoire de moyens, matériel, etc. Il y a des choses qu'on adapte. Mais on a un vrai échange qui et en nous fait, permet… moi, j'ai l'impression d'avoir ma vraie identité. C'est ça. J'ai pas l'impression de faire quelque chose que tout le monde fait, en fait. Et ce qui est bien, c'est que dans cet échange qu'on a et que j'ai eu récemment donc avec Étienne, c'est cette possibilité justement de se comprendre l'un et l'autre. Tu vois, il m'a posé des questions sur le cycle, il dit « ouais mais ça je comprends pas, si ça fait, tu vois, je t'explique, machin ». Il me dit « oui mais nous on aimerait ça en plus », bah boum, on va le programmer, tu vois. C'est ça qui fait, je trouve, qu'on arrive à avoir voilà, une petite communauté de honneur qui suit notre programme et qui, comme tu dis, comme cette communauté la comprend, elle peut l'adapter en live. Là aussi, tu prends une prog, comme tu dis, lambda, froide, avec quelqu'un avec qui tu ne peux pas avoir des échanges. En fait, tu te retrouves avec un outil qui n'est pas le tien. Et soit tu dois retravailler 3 heures derrière pour l'adapter à chez toi, soit tu n'as pas d'identité en fait. Et donc ça, je peux comprendre que ce soit un frein. Ça donne aussi un fil conducteur aux coachs et pour la formation des coachs. Absolument. C'est quoi allez, voilà, on arrive début 2022. C'est quoi la suite pour CrossFit Nemesis et pour Loïc? La suite, c'est de sortir complètement du club. Ok, donc devenir là vraiment chef d'orchestre à proprement parler. Voilà, c'est-à-dire que là, je pense qu'à partir de cet été, je n'aurai plus
d'obligation de coaching. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je coach encore 3 demi-journées dans le club par semaine. Donc je forme des gens, etc., pour qu'ils puissent petit à petit avoir la même identité que moi, les mêmes compétences, enfin à grandir. Ouais. Mais l'idée, c'est de, à partir de cet été, de ne plus avoir d'obligation. Je ne dis pas que je n'irai pas, parce que je prends toujours un pied énorme à le faire, mais j'irai par choix. Je ne serai plus obligé de le faire. Parce que ça me permettra d'avoir tout ce temps-là pour bosser sur le développement de nouveaux cours, de nouveaux plannings, de nouvelles prestations, sur le fait de pouvoir aider non plus 300 personnes, mais en aider 600, 800. Donc sur un nouveau club, voilà. Donc sur tout ça. Et donc l'idée, c'est... donc un, t'extraire du club, et deux, tu parles de nouveau club? Ouais. Nouveau club, nouvelle activité. CrossFit Nemesis? Toujours CrossFit. Alors, le CrossFit serait une partie du nouveau club, mais il y aurait d'autres activités. Ma question, c'est est-ce que tu vas déménager ou est-ce que tu vas garder ce club et ouvrir un autre? Je déménagerai. Ok, donc les gens qui sont là maintenant, a priori, on va ailleurs et... Ouais, alors l'idée c'est de déménager. Là, j'avais, avant le Covid, trouvé un local qui était à 200 mètres d'où je suis actuellement. Oui, donc je ne dis pas déménager à 30 bornes. Oui, c'est rester dans ma zone de chalandise, dans mon secteur et créer quelque chose qui n'existe pas. On en reparlera. Ouais. Je trouve ça vraiment cool, mais tu vas le faire au fur et à mesure et on en reparlera. Alors du coup, j'ai encore une ou deux questions pour toi. Ici, ça va être plutôt la partie maintenant où tu vas voilà, essayer d'inspirer les coachs, éventuellement les owners, etc. La phrase que tu voudrais dire à un coach qui veut, un coach ou un owner, tu vois, qui veut petit à petit évoluer vers ce rôle, donc qui est peut-être homme orchestre un peu et qui veut aller vers ce rôle de chef d'orchestre. Quelle est la phrase? Si tu peux le résumer vraiment en une phrase ou un paragraphe, tu dirais quoi? Je pourrais lui dire deux phrases, c'est forme-toi, ouais. Trouve un mentor. Okay. Forme-toi, trouve un mentor, quelqu'un qui t'inspire. Voilà. Ouais, c'est la première étape. Voilà. Mais quelqu'un qui va te former. Trouve un formateur. Forme-toi parce que il y a plein de compétences, il y a plein de choses que tu n'as pas. Si tu es en orchestre aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des piliers, il y a des choses qui sont immuables. Notamment, comme tu disais, des croyances. Ouais. Alors, ça veut dire que tu as des croyances et qu'il y a des choses qui sont immuables d'un business à un autre. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, tu prends une personne qui a très bien réussi dans le monde des affaires, dans le business, etc. Il est capable d'avoir un business dans les fleurs, mais il est capable d'ouvrir un business dans l'automobile et que ça fonctionne. Il est capable d'ouvrir un business dans le sport et que ça fonctionne. Ça veut donc dire qu'il y a des règles qui sont immuables. Et peut-être qu'aujourd'hui, si tu es homme orchestre, c'est que tu n'as pas accès à ces règles-là. Ouais. Tu ne les connais pas, peut-être que tu n'y penses même pas, comme c'était mon cas, mais parce que tu n'es pas formé. C'est ça. Donc commence par ça. Donc forme-toi et extrais-toi petit à petit de ton club. Ça, c'est le message que je passerai au... Si toutefois, c'est ce à quoi tu aspires. Oui, non, imaginons, d'accord, voilà. Imaginons. Là où les, du coup, formations que tu lui recommanderais en premier, peut-être une ou deux au maximum pour que vraiment ce soit ciblé. Alors, si je devais m'adresser à un coach, moi, il y a une formation qui a complètement changé ma vision du coaching, du développement physique des gens. Ouais. Complètement changé mon approche, c'est la formation Strong Fit de Julien Pilot. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais, à Saint-Étienne. D'ailleurs, la première fois, c'est Jonathan. Salut Jo. Donc c'est cette formation-là. Ouais. Vraiment, s'il y a une formation que je recommande, c'est celle-ci. Okay. Elle m'a véritablement fait prendre un tournant dans pas un virage à 180 degrés, un tournant, c'est différent, mais dans la vision que j'ai et que j'ai eue pour les gens avec qui je voulais travailler et qui voulaient progresser. Parfait, donc ça c'est pour la partie coach. On va recevoir Julien d'ailleurs dans 3 mois ici. Et pour la partie plus owner? Alors pour la partie owner, moi j'ai fait 2 formations. Okay. J'ai fait la formation de Kevin Neken, ouais. qui est un formateur chez nous en France, qui m'a fait énormément progresser sur le mindset, sur l'énergie. Il est très 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 bon là-dedans. Ok, donc ouais, pour débloquer des croyances limitantes, pour te dire allez exactement. Tu vas y arriver, pour poser les piliers. C'est ça.
d'un business. C'est ça. Voilà. Et après, la deuxième année où j'ai fait Kevin, j'ai commencé avec la Fitness Academy, Cédric Roptin, qui est mon formateur depuis 4 ans maintenant. On mettra les liens en description sur YouTube, comme ça si les gens veulent aller voir, tu me donneras les infos. Oui, bien sûr, et je progresse énormément, encore jusqu'à... Ça fait 4 ans que tu y es et tu y es toujours, donc c'est vraiment très très riche. Ouais, c'est riche. Alors Cédric s'occupe de tout mon marketing digital, mais on a beaucoup de travail sur la stratégie, sur le développement, sur le mindset, il y a aussi beaucoup d'échanges avec les autres gérants. Voilà. Parce que ça c'est riche. Par exemple, dans la formation de Cédric, jusqu'à il y a très peu, j'étais le seul crossfitter. Okay. Il n'y avait que des gens qui avaient un business dans le fitness, mais qui n'étaient pas du crossfit. Ils faisaient du cross-training, du machin, mais pas de boxe de crossfit. Des gens qui ont des franchises, des gens qui ont des clubs indépendants. Mais donc ils ont des visions tellement différentes. Et en fait, voilà. Et en fait, j'ai fait tomber énormément de croyances. Des gens qui ont des studios de coaching, de pilates. J'ai fait tomber énormément de croyances. Sur le crossfit auprès de ces gens-là. Ouais, auprès de ces gens-là. Et vice-versa. Bien sûr. Et vice-versa. Et ça a été très riche. Très intéressant. Voilà. Et un livre? Alors, il y a je lis pas mal en ce moment. Un livre, tu te dis ça, les gars, il faut le lire. Celui-là. Alors, il y a pour les honneurs, il y a 2 livres. C'est comment il s'appelle? C'est le livre de Cédric, mon formateur. Ah, ok. C'est Fitness. C'est comment son Fitness Business à argent ou un truc comme ça. Cédric Roptin. Ok. R-O-P-T-I-N. Pareil, on pourra partager le livre qui est sur Amazon ou autre. Et le deuxième livre, c'est Manager Minute. Où là, on parle beaucoup de management. Et je trouve qu'à un moment donné, quand tu évolues... Et donc, il est en français celui-là? Oui, bien sûr, les 2 sont en français. Le premier, celui de Cédric, met quelques bonnes petites claques. Okay. Avec des choses très très simples. Il est très facile à lire. Très direct. Ouais. Et je le trouve top. Et le deuxième, Manager Minute, il est sur le management. Voilà, et j'ai toute une ribambelle de livres encore à lire, mais je ne les ai pas encore lus, donc je vous en parlerai peut-être lors d'un prochain podcast sur ce que j'aurai lu. Top. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, si tu pouvais... le toi d'aujourd'hui pouvait s'adresser au toi qui a démarré ta carrière dans le fitness. Donc moi, je dirais quand tu as bifurqué de l'Afghanistan vers le retour, vers le fitness, le sport, etc. Tu lui dirais quoi? Tu donnerais quoi comme conseil? Alors, je lui dirais change rien, parce que je trouve aussi que ces expériences-là qui m'ont permis de me construire et sûrement d'en être là aujourd'hui. Et la deuxième chose que je lui dirais, c'est forme-toi plus tôt. Ok, commence plus tôt à aller chercher chez quelqu'un d'autre des compétences que tu n'as peut-être pas. Ouais, et forme-toi. Alors si c'est sur le coaching, ouais. Voilà. Ouvre-toi en fait des portes. Ouais, ouvre-toi en fait des portes. Et si c'est sur le business, forme-toi sur le business en fait. Ok. Cool. Merci Loïc, c'était top. De rien. Check.